tous, très heureux de vous retrouver pour ce 8e numéro de Foot Academy. Et ouais, déjà le 8e épisode de votre programme sur Gymlosk. Très heureux à nouveau de vous retrouver pour parler football. Et bien évidemment, on commence tout de suite avec le sommaire. Le sommaire de cette 8e émission de Foot Academy avec pour commencer le feu du jour et le match nul entre la France et le Portugal pour cette 3e journée de la Ligue des Nations. Retour sur la rencontre. La Ligue des Nations, justement, d'autres matchs avaient lieu en même temps durant tout ce week-end. Retour sur les différentes oppositions. Et enfin, le mercato, résumé du mercato, retour sur les principaux transferts. Large page à suivre dans cette émission. Et on commence donc avec le fait du jour. Et le fait du jour, c'est quoi? C'est le match nul de l'équipe de France face au Portugal. Le résultat 0-0 entre la France de Didier Deschamps et le Portugal de Fernando Santos. Les deux équipes se quittent donc sur un score nul et vierge de 0-0 dans ce 3e match de la phase de groupe de la Ligue des Nations. Une équipe de France plutôt décevante en première mi-temps, qui a eu du mal à bouger le bloc portugais. Ça a été mieux en deuxième mi-temps. La bande à Deschamps a essayé de provoquer, de bouger un peu plus cette équipe portugaise qui s'est procuré la meilleure occasion du match, avec notamment le tir de Cristiano Ronaldo à la 93e minute de jeu, dans les arrêts de jeu. Cristiano qui aurait pu offrir la victoire au Portugal dans cette rencontre, mais Hugo Lloris a été vigilant. Match nul 0-0 entre les deux équipes, le statu quo en tête du classement de ce groupe de Ligue des Nations. La France et le Portugal toujours leader avec 7 points. Prochain match pour les Bleus, on rappelle, ce sera mercredi en Croatie. Une équipe de France qui s'est appuyée sur un 4-4-2 en losange pour affronter le Portugal en ce dimanche soir. Les Français comptaient sur la paire Olivier Giroud et Kylian Mbappé en pointe de l'attaque pour aller trouver le but gardé par Rui Patricio, le portier portugais. Mais ça n'a pas été une franche réussite, loin de là. Olivier Giroud qui n'a pas trouvé la faille, qui n'a pas trouvé également de réelle opportunité à se mettre sous la dent. Pareil pour Kylian Mbappé qui a essayé de provoquer avec sa vitesse, mais qui a buté sur la défense portugaise à de nombreuses reprises. L'équipe de France qui a essayé de poser son jeu en deuxième mi-temps, qui a su contrôler un peu plus le match, avec notamment un très bon Paul Pogba. Paul Pogba qui n'avait pas été titulaire en équipe de France depuis plus d'1 an. Et ben ça ne s'est pas ressenti. Paul Pogba qui a fait un match important, réussi, abouti. Il a proposé des solutions et comme d'habitude, il s'est démené pour réaliser la meilleure performance possible, proposer des solutions au milieu de terrain, aller vers l'avant au maximum, aider ses attaquants, aider ses défenseurs. Bref, Paul Pogba a réalisé une bonne prestation. C'est de bon augure, notamment pour Manchester United dans les semaines à venir. Une équipe de France qui ne concède pas de but mais qui n'en marque pas, donc face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Les Portugais qui nous ont fait une bonne impression en première mi-temps, mais qui ensuite en deuxième période ont eu un peu plus de difficultés puisque la France a tenté de proposer autre chose, même si on le rappelle, Cristiano Ronaldo a eu la meilleure occasion en fin de match. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur ce 0-0, donc c'était le fait du jour. Et prochain match, je le disais tout à l'heure, pour l'équipe de France dans cette Ligue des Nations, c'est le déplacement en Croatie, mercredi prochain. Et je vous propose maintenant d'enchaîner avec la Ligue des Nations. Et donc oui, la Ligue des Nations, petit tour d'horizon de cette Ligue des Nations. La France et le Portugal se sont quittés sur un match nul 0-0. On va vite fait établir un bilan complet de cette 3e journée de la phase de groupe de Ligue des Nations. On notera par exemple la victoire de l'Allemagne en Ukraine. L'Ukraine qui avait été démontée, qui avait explosé face à l'équipe de France en match amical la semaine passée. 7-1, victoire des Bleus, on le rappelle, 7-1 face aux Ukrainiens. Cette fois-ci, l'Ukraine s'est inclinée dans le cadre de la Ligue des Nations à domicile sur sa pelouse face à l'Allemagne, 2-1. On notera également la victoire de la Suisse par le plus petit score possible, 1-0 face à la Suisse, donc victoire de l'Espagne. Autre résultat à noter et important, la Pologne et l'Italie se sont quittés sur un score nul et vierge de 0-0, donc comme France-Portugal. Autre résultat important, c'est la victoire de l'Angleterre face à la Belgique.
Malgré l'ouverture du score sur penalty des Belges par Romelu Lukaku, l'Angleterre qui s'impose avec notamment un but du milieu de terrain de Chelsea, Mason Mount. Victoire donc des Anglais importante puisque ça permet à l'Angleterre d'être seul leader de son groupe face devant la Belgique. Autre résultat, la Bosnie qui s'incline, qui obtient le 0-0 face aux Pays-Bas. Les joueurs des Pays-Bas, notamment de Van Dijk ou encore Memphis Depay, n'ont pu aller s'imposer et l'emporter sur la pelouse de la Bosnie-Herzégovine. Et puis on notera aussi également le match important entre la Croatie et la Suède dans le cadre du groupe de l'équipe de France. La victoire des Croates, 2-1 avec un but notamment de Kramaric, le joueur d'Offenheim. Victoire des Croates, donc 2-1, qui empochent leur premier point dans cette Ligue des Nations. Prochaine rencontre de la Ligue des Nations, on notera c'est à partir de mardi. Et puis le prochain match des Blancs, on le disait tout à l'heure, face à la Croatie dans cette Ligue des Nations, c'est mercredi. Voilà, c'est un petit tour d'horizon qu'on peut faire dans cette compétition. Autre résultat aussi à noter, l'Islande qui s'est incliné 3-0 sur sa pelouse face au Danemark. Pourquoi je vous parle de ce résultat-là? Puisqu'on rappelle, l'Islande est peut-être le probable adversaire des Bleus à l'Euro 2020. Désormais 2021, puisque l'Islande affrontera la Hongrie dans le cadre du barrage pour se qualifier donc pour la phase de groupe de l'Euro. On rappelle que le groupe de la France est composé de l'Allemagne et du Portugal. Il manquait donc une dernière équipe, donc ce sera soit l'Islande, soit la Hongrie, barrage qui auront lieu en novembre. Voilà, c'était le résultat important à noter qui concerne indirectement l'équipe de France. Donc, prochain match de Ligue des Nations, je le disais, c'est mardi et mercredi. Et pour bien terminer cette émission, je vous propose tout de suite de faire un petit point sur l'ensemble du Mercato qui s'est terminé, je le rappelle, le 5 octobre dernier. C'est notre retour sur le Mercato. Et donc dans ce retour du Mercato, on va faire bien sûr une analyse du Mercato estival qui a été prolongé, on le rappelle, jusqu'au 5 octobre à minuit, puisque cela est dû à, bien sûr, à la pandémie du Covid-19 qui a tout chamboulé au niveau des championnats. Et ce Mercato, bien sûr, aura vu notamment en Première Ligue Chelsea faire un Mercato exceptionnel à plus de 200 millions d'euros quasiment dépensés, avec bien sûr le plus gros recrutement cet été, c'est Kai Havertz, le joueur de Leverkusen, le jeune Allemand qui est arrivé à Chelsea pour près de 80 millions d'euros dépensés. Timo Werner a également rejoint la capitale londonienne sous les couleurs des Blues. Hakim Ziyech également, ou encore Thiago Silva. Bref, Chelsea s'est concocté une petite équipe bien sympathique. On n'oublie pas également le gardien du Stade Rennais, Edouard Mendy, qui a rejoint les rangs anglais. Une équipe de Chelsea voilà, qui s'est bien renforcée et qui va permettre à Frank Lampard de jouer sur tous les tableaux. On le sait, les Blues envisagent sérieusement le podium cette année en Première Ligue, comme chaque année. Mais là, en espérant pourquoi pas titiller notamment City et Liverpool dans la course au titre, et puis bien évidemment bien figurer mieux que ça en Ligue des Champions et lors des autres compétitions nationales. On notera aussi en Angleterre le mercato mitigé de Manchester United. On attendait des très grosses recrues, on en a eu quelques-unes, avec notamment l'arrivée libre d'Edinson Cavani, l'ancien attaquant du PSG, l'ancien goleador du Paris Saint-Germain, qui a donc signé gratuitement à Manchester United en fin de mercato. Manchester qui a également recruté l'ami Van den Beek au milieu de terrain, ou encore Alex Telles, le latéral gauche du FC Porto. Ce sont les deux clubs voilà, qui se sont illustrés dans le mercato en Angleterre, avec également Liverpool qui a recruté Thiago Alcantara du Bayern Munich pour la modique somme de 30 millions d'euros. Modique somme, le terme est bien sûr peu adéquate dans la vie de tous les jours, mais c'est vrai qu'un joueur de ce talent dans le monde du football désormais, à ce prix-là, c'est assez surprenant. On notera aussi côté anglais le recrutement côté Arsenal, notamment de Gabriel, le défenseur brésilien du LOSC, qui est venu
aider la défense londonienne, ou encore le milieu de terrain de l'Atlético Madrid, Thomas Partey. Et ouais, les Gunners ont payé 50 millions d'euros pour le recruter. Maintenant, petit tour en Espagne, le Real Madrid a recruté personne, tout simplement personne. Voilà, Zinedine Zidane était satisfait de son effectif actuel, il a souhaité le conserver pour permettre notamment aux jeunes pépites comme Rodrigo, Marco Asensio ou encore Lucas Vazquez et Vinicius Junior d'exploser cette année et d'aider Karim Benzema sur le front de l'attaque à permettre au Real Madrid d'aller encore une fois chercher le titre de champion d'Espagne et mieux figurer en Ligue des Champions par rapport à la saison dernière où ils avaient été éliminés, on le rappelle, en huitième de finale face à Manchester City. Le Barça de son côté, voilà, a fait partir Luis Suarez notamment, qui a signé chez le voisin madrilène de l'Atlético Madrid. Sinon le Barça voilà, a notamment souffert du vrai faux départ de Lionel Messi. Partira pas, finalement la star argentine est restée aux côtés d'Antoine Griezmann. Philippe Coutinho est revenu de près du Bayern Munich à Barcelone. Et le nouvel entraîneur Ronald Koeman s'est dit satisfait de son effectif et souhaite bien évidemment s'appuyer sur un effectif catalan qui a peu bougé, mais qui souhaite bien sûr redorer le blason après la piteuse élimination l'année dernière en Ligue des Champions face à Liverpool, on s'en souvient. En Italie, peu de mouvements, peu de transferts intéressants ou importants. On sait que l'Inter Milan a notamment recruté Achraf Hakimi, le latéral marocain qui était prêté par le Real Madrid pendant 2 ans au Borussia Dortmund et donc qui est bien là à arriver en transfert définitif pour près de 40 millions d'euros à l'Inter Milan. On notera aussi que le Milan AC s'appuie sur son Zlatan historique, 39 ans pour le géant suédois. On rappelle en plus que le Milan est dans le groupe du LOSC en Ligue Europa. Des équipes italiennes qui ont peu bougé, qui ont peu effectué de transferts, si ce n'est un départ de l'Italie vers la France. C'est Florenzi, Alessandro Florenzi, l'ancien capitaine de la Roma, qui est arrivé au Paris Saint-Germain, puisque Paris avait besoin d'un latéral droit. Et c'est Florenzi donc, qui signe à Paris, lui qui est là pour remplacer Thomas Meunier, qui lui a signé au Borussia Dortmund en Allemagne. Les Allemands qui ont vu également le Bayern Munich du côté des transferts être peu actifs, si ce n'est la recrue Leroy Sané qui fait son arrivée et qui a vu aussi donc le départ pour le Bayern de Thiago Alcantara vers Liverpool, on le disait tout à l'heure. En France, c'est Paris qui a tardé, mais Paris qui a recruté. On a parlé de Florenzi qui est venu donc remplacer numériquement Thomas Meunier au poste de latéral droit. Mais les Parisiens ont également recruté Danilo Pereira, le milieu défensif du FC Porto, le milieu portugais, pour renforcer l'entrejeu parisien. C'est du lourd, c'est un gabarit assez impressionnant, assez important, et ça va faire du bien dans le clan parisien. Et puis on notera aussi côté parisien qu'il y a eu Thiago Silva qui est parti en fin de contrat, Eric Choupo-Moting qui est en fin de contrat et qui a signé au Bayern Munich. Ça aussi c'était à noter, à souligner. Un mercato qui s'est animé sur la fin parce que pendant tout le mois d'août, on le rappelle, il y a eu le Final Four de la Ligue des Champions, donc c'était un peu plus compliqué pour gérer cela. Les mercatos qui s'est animé notamment fin septembre et début octobre jusqu'à la date fatidique du 5 octobre pour tous les clubs européens, notamment les championnats italiens, anglais, espagnols et allemands qui ont repris courant septembre alors qu'on rappelle que la Ligue 1 a repris fin août. Le Paris Saint-Germain qui a fait signer également l'ami Rafinha, le milieu de terrain Rafinha, le grand frère de Thiago Alcantara, lui qui était à Barcelone, est arrivé au Paris Saint-Germain pour fournir un effectif beaucoup plus important à Thomas Tuchel pour lui permettre d'essayer d'atteindre les objectifs qui sont les siens, à savoir briller en Ligue des Champions et pourquoi pas réitérer la performance de la saison passée où ils avaient perdu en finale de la Ligue des Champions, on le rappelle, face au Bayern Munich. En France, on notera aussi un mercato compliqué à gérer pour les Lyonnais. Les Lyonnais qui ont vu finalement Oussem Aouar, Moussa Dembélé ou encore Memphis Depay rester. On les annonçait grandement partants du fait que Lyon n'avait pas de compétition européenne à jouer cette saison. Et bien finalement, ils seront bien là, bien présents pour aider les Lyonnais à briller en Ligue 1 et à atteindre leur objectif du podium pour se qualifier pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Et d'ailleurs, Lucas Paqueta aussi a signé à Lyon, l'ancien joueur du Milan AC, le Brésilien, qui est venu renforcer encore plus l'effectif lyonnais.
Côté marseillais, on a fait quelques petites recrues, quelques petites retouches pour alimenter la volonté d'André Villas-Boas de performer en Ligue 1 et puis en Ligue des Champions. On le rappelle, les Marseillais qui affronteront Porto City ou encore l'Olympiakos pendant la campagne européenne. Luis Enrique, jeune attaquant brésilien qui est venu renforcer les rangs marseillais notamment. Ou encore Yuri Nagatomo, l'international japonais au poste de latéral, puisqu'on rappelle que Bounassar est parti, c'était l'une des surprises de ce mercato, est parti au Bayern Munich pour 10 millions d'euros. On notera aussi un mercato très réussi côté Rennais, côté Lillois et côté Niçois, qui seront vraiment les grands outsiders du Paris Saint-Germain, de Lyon et de Marseille dans cette Ligue 1. Lille qui a recruter la paire Ilmaz David en attaque notamment. Rennes qui s'appuie sur un mercato assez complet avec l'arrivée de Guirassy en attaque, Daguerre en défense, de Logani, le défenseur de la Juve qui est venu renforcer aussi les rangs bretons. De Stephen Nzonzi qui est resté finalement au Stade Rennais, lui qui était prêté la saison dernière à Rennes, et bien cette fois-ci il y reste pour de bon cette saison. Et côté niçois, Amine Gouiri ou encore Jeffrey Adelaide sont venus renforcer les rangs niçois. Voilà, des équipes qui ont su faire un mercato réussi, en tout cas sur le papier, après avoir comment ça va se passer lors de la saison. Et puis on est content de retrouver Hatem Ben Arfa sur les terrains, lui qui a signé gratuitement au FC Girondins de Bordeaux. Voilà, c'était ce qu'on pouvait dire sur le mercato avec une statistique importante, et c'est la statistique du jour, ou l'une des statistiques que l'on peut noter, c'est le montant total du mercato européen, en tout cas pour les 5 plus grands championnats européens. 3 milliards d'euros ont été dépensés durant ce mercato. C'est une baisse importante, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est une baisse importante par rapport au mercato précédent de l'année dernière, donc mercato d'été 2019, où près de 5 milliards d'euros avaient été dépensés. Donc une baisse importante, à peu près 25% de baisse pour ce mercato. Ça reste quand même de très grosses sommes, on le sait bien, mais le Covid était là et ça a impacté les finances des différents clubs, notamment pour cette période particulière du mercato. Et voilà, c'est donc la fin de cette 8e émission de Foot Academy. Merci encore une fois d'avoir été à mes côtés. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à partager, à commenter. Bref, à participer activement à cette émission. Merci du fond du cœur d'être à mes côtés pour ce magnifique projet qu'est Foot Academy. Et puis bien évidemment, on se retrouve très bientôt pour un tout nouveau numéro de Foot Academy.